Ancestraya, ça vient de Asaseya, qui est une divinité chez les Akans, notamment au Ghana, et ils ont là ces divinités Asaseya qui représente la divinité de la terre et de la fertilité. Oui. Et puis il y a ce jeu de mots avec ancestors, donc les ancêtres, tu vois. Et donc je me suis dit, bah tiens, tu vois, le lien qu'on fait, c'est vraiment avec la terre, parce que tout ce qu'on propose, c'est, j'allais dire, la terre qui nous l'offre. Et vraiment ce lien avec ça. Et j'ai vraiment voulu aussi, vu qu'il y a cette approche spirituelle de la tradition, également pouvoir incorporer le fait que bah, c'est un peu l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Oui, bien sûr. Et donc ça donnait Ancestraya, Très bien. tout simplement. Wesh les marabouts, bienvenue dans le nouvel épisode des interviews de Hacha. Alors aujourd'hui, on a deux invités de marque de l'équipe Ancestraya, Kwame et Aleki. Salut. Salut. Enchanté de vous accueillir ici parmi nous. Merci. C'est un grand plaisir de vous voir ici. Alors du coup, je vais commencer par vous poser des questions. Comment est né Ancestraya? Comment est né Ancestraya? Alors c'est une longue histoire. D'accord. C'est une très longue histoire. En fait, il y a eu une réalité que l'on a constatée, c'est que nous étions tous les deux déracinés du continent, de la terre-mère. Moi, je suis né je suis né en France, mais mes parents sont nés en Guadeloupe. Donc, je suis guadeloupéen. Et Aleki est congolaise, mais elle est née au Congo. D'accord. Maintenant, l'idée, c'est que, moi, vu que je suis né en France, il y a vraiment eu un espèce d'écart entre déjà mes propres racines, alors, ne serait-ce que par rapport à la terre-mère, mais également par rapport à la Guadeloupe. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à faire ce travail de recherche pour pouvoir vraiment me réaligner, j'ai envie de dire. Et donc, au fil des années, j'ai commencé à lire pas mal de livres, du Cheikh Anta Diop, du Mokba Song. Et petit à petit, il y a eu cette envie vraiment d'aller encore plus loin que la Guadeloupe, d'aller directement sur la terre-mère. Et donc, voilà, on va dire que au fil finalement de mes recherches, j'ai commencé en fait à voir qu'il y avait un énorme lien avec les traditions. Quelque chose qui me manquait, c'était vraiment c'est vraiment les traditions ancestrales que l'on avait et que finalement au fil du temps on avait commencé par perdre. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. C'était comme quelque chose qui vraiment qui m'appelait et en même temps, alors au même moment, Aleki de son côté aussi, par rapport à son parcours personnel, elle avait aussi ce constat par rapport à ce déracinement, parce que même si elle est née au Congo, le fait d'être ici, je pense en France. Je suis arrivée à l'âge de 7 ans, donc j'étais petite, mais c'est quand même les 7 premières années, on dit que ce sont les années qui servent de fondation pour un enfant. Donc effectivement, moi, tout mon socle était de là-bas, et donc en arrivant ici, ça a été le choc culturel. Et en fait, dans mes initiatives que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, étaient vraiment guidées par ce besoin de créer un pont avec cette culture occidentale et ma culture d'origine. C'est bien plus tard que j'ai réussi à mettre des mots. Au début, on se lance dans plein de choses, on s'engage dans des mouvements panafricanistes, on essaie d'apprendre un peu son histoire, et puis la vie fait que quand on a des enfants, forcément, il y a des questions qui sont renvoyées face à cette identité, maman, enfin, d'où on vient, et même si peut-être que moi, je me posais pas réellement ces questions parce que j'ai grandi là-bas et que je baignais dedans. Il y a des questions qu'on se pose pas forcément. Mais lorsqu'on a des enfants, voilà, on se questionne beaucoup plus sur qui on est, sur ce qu'on a reçu de nos parents, qu'est-ce qu'on veut inculquer à nos enfants. Donc il y a une espèce de tri qui se fait, qui fait automatiquement revenir en arrière et repartir sur sa base. Et c'est aussi en ça où voilà, ça a pu matcher sur nos initiatives. Ça, c'était vraiment les racines du projet. Tu vois, c'est vraiment les racines, le fait qu'on soit déraciné, c'est marrant. Donc, tous les produits viennent du Ghana. En fait, on a toujours fait en sorte de pouvoir travailler avec des mamans. Tu vois. Donc, c'est vraiment, on va au village, tous les produits sont réalisés au village, et on a vraiment marqué un point d'honneur pour dire que chez nous, quand on valorise les produits, on a vraiment ce souci de se dire que tu as j'ai envie de dire, ce qu'il y a de visible en termes de produits, donc le savon noir avec ses comment dirais-je, les bénéfices qu'on peut en tirer, etc. Et puis il y a ce qui se passe, on va dire, dans le monde non visible. Et ça, c'est tout ce qu'il y a en lien avec, j'ai envie de dire, notre, comment je vais dire ça,
le pont entre la matière et l'esprit, peut-être. Spirituel. Spirituel, exactement, tu vois. On peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que la spiritualité vient faire dans ce projet-là? Exactement. En fait, ce que Kwame a fait, moi je l'ai fait parallèlement de mon côté. C'est-à-dire que nos initiatives entrepreneuriales, elles ont été documentées plus ou moins officiellement. Alors toi, tu l'as fait officiellement parce que tu avais ta page Facebook. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retranscrit au fil des étapes. Et en fait, en se questionnant sur qui on est, d'où on vient, forcément l'aspect spirituel, elle est indéniable. Elle intervient. Et du coup, au final, on se met à j'ai en tête un peu cette idée des doubles flèches. Donc il y a cette flèche qui va de l'avant où effectivement on va pouvoir j'ai un projet, j'ai envie de le concrétiser. Et en même temps, il y a la flèche qui va dans l'autre sens, qui est de où est-ce qu'on vient. Et en fait, on est vraiment dans ces deux mouvements-là. Et c'est aussi le principe du Sankofa qu'on retrouve, en fait, et qui est véritablement une boussole en soi. Et dès lors où on l'intègre dans notre vie, de manière quotidienne, que ce soit dans nos entreprises, dans la famille, eh ben on est forcément en mouvement. Voilà, on est dans une dynamique et qui donne une facette qui est beaucoup plus globale, je dirais même holistique, dans le quotidien. Et c'est en ça où effectivement on s'est rendu compte que, en travaillant sur le produit, donc sur la matière, il y a forcément cette question de l'esprit, du spirituel qui se pose. Et c'est pour ça aussi que du coup, on arrivait à faire cette connexion ensemble. Entre les deux. Et du coup, comment est né ce nom-là? Quelle était l'idée de Ancestra? Alors, ce qu'il faut savoir justement, juste avant de répondre à cette question, c'est que quand Ancestraya est né, à la base c'était pas le nom Ancestraya. Quand j'ai commencé à faire ce projet-là, ça s'appelait Wawa Africa. D'accord. Donc moi, à l'origine vraiment, j'étais encore en pleine découverte du savon noir, pleine découverte de ces produits-là, et j'étais vraiment waouh. Enfin, c'est incroyable. Je le fais profiter à mes proches, à mes amis, tu vois. Et il y avait vraiment ce truc de les gars, moi je commande des produits qui viennent, et puis en même temps si vous en voulez, vous me dites, et puis voilà, on fait un pot commun entre guillemets, et puis à chaque fois on fait ça. Sauf que de fil en aiguille, il y a eu vraiment ce petit, j'allais dire cette petite magie du bouche à oreille. Où finalement il y a d'autres personnes qui venaient, donc j'ai créé une page Instagram qui s'appelait Wawa Africa. C'était un nom qui m'est venu comme ça, tu vois. Mais il n'y avait pas à ce moment précis, il n'y avait pas encore la profondeur qu'il y a aujourd'hui. C'était vraiment pour moi, voilà. Juste l'occasion de pouvoir donner des produits sans forcément y mettre de la conscience sur ce qui se passait. Et en fait, il y a vraiment eu ce début dont je te parle, et puis à un moment donné où j'ai pu voir avec ma propre famille l'impact que ça avait. Quand je dis l'impact que ça avait, c'est que moi, ma mère, tu vois, par exemple, elle avait vraiment une distance, parce qu'elle est née en Guadeloupe. Il y avait malheureusement une distance entre la Guadeloupe et le continent. Il y avait ce truc de oui, on sait qu'on vient de là-bas, mais tu vois, il y avait un mais. Et moi, j'ai jamais compris ça, tu vois. Ce mais, je me dis, attends, il y a un problème, tu vois. Donc, pendant très longtemps de ma vie, il y avait ce truc-là. Et donc, la première fois qu'elle est venue à la maison et qu'elle a utilisé le beurre de karité, j'ai pu voir dans son regard, vraiment, un peu comme tu vois, elle était revenue un peu comme une enfant qui redécouvrait quelque chose et qui mettait sur sa peau et qui, waouh! Et je vois, elle me regarde, elle me dit, mais c'est quoi? Moi, de ma tête, je me dis, c'est du beurre de karité. Enfin, ça, c'est quelque chose que nous, tu vois, et elle connaissait pas le beurre de karité. Et ça a été l'une des premières fois où elle est venue me voir en me demandant, mais ça vient d'où? Donc, je dis, tu vois, ça vient du continent. Donc, elle me dit, mais c'est fait comment, etc. Et elle m'a posé plein de questions par rapport à ça. Et elle m'a demandé si elle pouvait également en recevoir. Et à ce moment-là, en fait, il y a vraiment eu ce déclic de, à l'origine, tu fais ça comme ça, parce que tu as des personnes autour de toi qui en veulent. Mais là, une personne qui a dépassé 70 ans, donc en général, tu as déjà tes idées qui sont bien, tu vois, et qui pour une fois a envie de découvrir autre chose, et qui s'ouvre également à, j'ai envie de dire, une connexion qui vient de nos ancêtres, il y a quelque chose. Ça dépasse le produit, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu ce travail de vouloir vraiment mettre de la profondeur à ce qu'on fait. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas garder Wawa Africa. Pour moi, derrière Wawa Africa, il y avait ce truc un peu, tu sais, étudiant qui sort d'école de commerce sans critiquer, tu vois, mais qui, voilà, il est parti une fois en Afrique, Wawa Africa. Non, moi, je voulais pas, c'est pas du tout ce qu'on voulait, tu vois. Et il y a vraiment cette envie, en fait, de mettre de la profondeur, de mettre vraiment un sens, de mettre vraiment des valeurs qui nous sont chères
à travers ce produit, à travers ces produits, à travers ce projet. Et donc, pour justement répondre à ta question maintenant, Ancestraya, ça vient de Asaseya, qui est une divinité chez les Akans, notamment au Ghana. Ils ont là ces divinités Asaseya qui reprennent la divinité de la terre et de la fertilité. Oui. Et puis il y a ce jeu de mots avec ancestors, donc les ancêtres, tu vois. Et donc je me suis dit, bah tiens, tu vois, le lien qu'on fait, c'est vraiment avec la terre, parce que tout ce qu'on propose, c'est, j'allais dire, la terre qui nous l'offre. Et vraiment ce lien avec ça. Et j'ai vraiment voulu aussi, vu qu'il y a cette approche spirituelle de la tradition, également pouvoir incorporer le fait que bah c'est un peu l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Oui, bien sûr. Et donc ça a donné Ancestraya. Très bien. Tout simplement. Très beau. C'est un très bon nom, je trouve. Merci. De ton côté, Aleki, on vient d'entendre Kwame qui nous a parlé un peu de son processus, de la manière dont il a amené Ancestraya. De ton côté, comment tu t'es inclus dans le projet? Comment ça s'est passé ton... Bah, tu fais bien de parler de processus parce que ça a vraiment été un processus. Alors moi, avant de rencontrer Kwame, j'avais aussi une initiative que j'ai appelée Sur la route du K, qui est justement une célébration de ces différents chemins, parce que sur ce chemin, j'ai rencontré énormément de personnes. Alors au début, j'avais une vision très étriquée de l'entrepreneuriat parce que j'ai accompagné des entrepreneurs pendant plus de 10 ans. Et du coup, j'ai rencontré énormément de personnes. Dès là où je me suis lancée dans une quête identitaire, à savoir qui je suis, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai beaucoup voyagé sur le continent et j'ai été frappée par cette unité africaine. Vraiment, j'ai fait plein de pays sur le continent qui, sur le papier, on est vraiment de cultures différentes. Quand on va dans l'Afrique de l'Ouest ou quand on va dans l'Afrique centrale, on se dit mais non, ça rien. Enfin, c'est vraiment deux mondes. Très différents. Mais en fait, j'ai été choquée. Même lorsqu'on parlait de nos mythes fondateurs, on se retrouvait totalement. On avait les mêmes mythes fondateurs. On parle toujours de cette unité qui est basée sur le 3. Je suis partie en guide. Enfin, et ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup fortifié et je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas un chemin, mais il y a des chemins qui convergent vers la même direction. Mais voilà, et que pour moi, c'était important de pouvoir célébrer ça et que créer des ponts, c'est fortement accepter que sur ce pont-là, il y aura des verts, des rouges, enfin, tout le monde va passer par le pont et pas seulement un pont réservé aux rouges, un pont réservé. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai travaillé sur l'alimentation parce que pour moi, c'est la meilleure porte, enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures portes d'entrée lorsqu'on veut parler de sa culture. Dans cette conception familiale, à l'époque, c'était le premier poste de dépense d'une famille, c'est qu'est-ce qu'on mange en fait. Et donc, en passant par l'alimentation, effectivement, on peut toucher à beaucoup de choses et à beaucoup de personnes. Exactement. Et du coup, quand on s'est rencontrés, au début, il y avait cette question de ne pas disparaître. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que lui, il avait déjà son projet, dans lequel je me reconnaissais énormément, où on était totalement en convergence. Mais pour autant, il y avait cette question égotique de, bah, moi, j'ai pas envie de lâcher mon initiative, en fait. J'ai pas envie de m'engouffrer dans Ancestraya et de disparaître. Et en même temps, on se rendait compte au fil du temps que les personnes que l'on rencontrait, eh ben, avaient exactement les mêmes problématiques et que c'était aberrant, ou je dirais même perte d'énergie, d'avoir une initiative d'un côté, une autre de l'autre, et puis après de faire des espèces de joint venture. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est là où, effectivement, ça a été tout un processus de réfléchir, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que moi je disparais ou est-ce que ça veut dire que on s'associe? Et si on s'associe, c'est comment? Quelle est ta place? Et vraiment, ça a été très long. On est parti au Bénin aussi. Et je pense que sortir de notre environnement, de notre zone de confort, nous a permis aussi de poser les bases. Et lorsqu'on est arrivé, on a été au Bénin l'année dernière, et lorsqu'on est arrivé au Bénin, en plein milieu, je dirais, de notre environnement naturel, bah là, enfin, ça a été clair. Et on s'est appuyé aussi sur des principes spirituels, qui est que le masculin
ouvre la voie au féminin, c'est-à-dire que le féminin reste toujours en backup. Et d'abord, on a même des phrases qui disent, voilà, derrière chaque homme, un grand homme, se cache une femme. Et ça, c'est vraiment comme ça que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Même dans la biologie, on voit bien que le sexe de l'homme est quelque chose qui est visible, alors que la femme, c'est un peu plus en retrait. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, qu'on va pouvoir travailler. Et en réalité, travailler ensemble, c'est vraiment mutualiser nos ressources. Voilà. Donc, mon initiative ne s'est pas effacée. Mais elle s'est plutôt imbriquée dans l'ensemble, on va dire, de votre projet. Dans la phase visible, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est sur la route du CAC qui s'est imbriqué dans Ancestraya. Mais dans le non visible, c'est plus complexe que ça. Au final, c'est très beau dans tout ce que vous dites. Il y a vraiment, déjà premièrement, il y a la notion de tradition. Tout à l'heure, vous avez parlé de tradition. Et ça m'a inspiré une question. Comment votre couple, entre guillemets, a su perpétrer la tradition, on va dire, à travers Ancestraya. Parce qu'il y avait la notion de couple, en tout cas, c'est une notion, je pense, sur laquelle vous pouvez intervenir et détailler un peu plus pour nos chers marabouts. Non, sur la notion de couple, merci beaucoup, Modibo, pour cette question qui est très pertinente. Parce que sur la notion de couple, en fait, c'est au-delà... c'est au-delà du fait de travailler en couple. C'est vraiment lorsque on a commencé à questionner notre identité. Je disais tout à l'heure, on a forcément questionné ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants ou à nos proches. Et en ça, il y a tout un travail qui est d'aller regarder la tradition en face. Cette tradition qui a beaucoup évolué, qui a aussi beaucoup été infiltrée. Et du coup, dès lors où on a une tradition qui est infiltrée, il y a forcément des choses qui ne sont plus endogènes, donc qui ne nous appartiennent plus, mais dont on va se revendiquer comme étant nôtre, parce que ça fait tellement longtemps qu'on perpétue cette tradition qu'au final, on a l'impression que c'est la nôtre, alors que non, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et le premier travail de fond a été justement d'aller creuser qu'est-ce que l'on garde et qu'est-ce que l'on met de côté, de se créer notre propre modèle à nous. Et en fait, c'est là où... à cette époque-là, les enseignements qu'on recevait, qui étaient totalement en résonance avec nous ramenaient forcément au commencement ou au principe. C'est-à-dire vraiment dans la démarche initiatique où chacun de nous est responsable de sa vie, en fait. C'est-à-dire que ce qui arrive dans ta vie, faut pas chercher de coupable à gauche et à droite, c'est vraiment toi qui crées tes propres conditions pour manifester ta propre réalité. Et donc, en fait, à partir de là, on est revenu au principe. Et à chaque fois que l'on fait quelque chose, on se demande, mais quel est le principe? Et donc, l'aspect couple, elle s'est vraiment imposée à nous, parce que le principe de couple, c'est un principe qu'on retrouve dans la nature. Tout se fait par deux. Et même dans notre culture ancestrale, il n'y a pas de dieu qui est représenté comme un homme. C'est vraiment un être androgyne qui est à la fois féminin et masculin. C'est-à-dire que c'est la base, la base même du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que tout est dualité. Et donc à partir de là, ça a été quelque chose de limpide. On s'est dit, on est en relation ensemble. On a des initiatives qui en réalité, même si sur le papier, c'était pas du tout la même chose, c'est-à-dire que là, c'était des produits de la terre-mère. Moi, ce que j'étais en train de promouvoir, c'était aussi des produits de la terre-mère, mais c'était plus de l'alimentaire. En fait, en regardant, déjà, même les produits qu'on utilise sont des produits naturels et certains peuvent être consommés. Mais en plus de ça, quand on a gratté, on s'est rendu compte qu'on a créé nos initiatives parce qu'il y avait cette question de déracinement qui nous habitait, qui nous hantait et qui était là, en fait. C'est que la création qu'on a fait, c'était la réponse à cette question de déracinement. Et donc, à partir de là, on s'est dit, donc, on vient de la même racine, en réalité. C'est-à-dire que cette racine du déracinement est notre racine fondatrice. Et qu'en plus de ça, si on veut vraiment partir au fondement, il y a cette question de dualité. T'es un homme, je suis une femme. Donc, viens, on travaille ensemble et on va travailler dans le couple, en couple, parce que c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. C'est-à-dire que les choses étaient vraiment réparties et qu'un ménage, c'est une gestion à deux, où
Et après, il y a cette loi des fractales où en fait, au final, oui, il y a le couple, mais après, il y a le foyer, et ensuite, il y a le village, et ensuite, il y a une communauté, et ainsi de suite. Et le couple, pour moi, a toujours été quelque chose de super important dans ce que j'entreprenais. Parce que je me disais que on fait beaucoup de choses pour pouvoir modifier la société, mais il faut revenir à la cellule qui est la cellule du couple. Et toi, du coup, Kwame, dans cette démarche-là, dans cette entreprise-là, est-ce que tu avais les mêmes ambitions que Aleki, ou est-ce que dans ton esprit c'était un peu différent? Non, on se rejoignait vraiment, on se rejoint à 100%. C'est-à-dire que moi, il y avait vraiment cette question où je me disais, c'est vrai que dans notre cosmogonie, comme disait tout à l'heure Aleki, le couple, c'est vraiment le fondement, c'est vraiment la fondation. C'est-à-dire que tout part du couple ou du deux. Et justement, c'est ce qui va permettre de pouvoir donner le 3, donc c'est-à-dire de pouvoir soit, alors lorsqu'il s'agit juste d'un couple, c'est avoir des enfants, ou soit de créer quelque chose. Un couple, c'est pour créer quelque chose. Une troisième. Et donc nous, ce qu'on crée à travers justement ce projet, c'est vraiment cette partie qu'on fait ensemble. Donc on se répartit les tâches, et surtout ça nous permet, on a parlé des principes, parmi ces principes-là, il y a un principe qui est très important, celui de la polarité. Et vraiment, le fait de pouvoir harmoniser les polarités, ça veut dire le masculin et le féminin au sein même d'un projet, et que il n'y a pas de je suis le patron ou c'est là. En fait, on fait ça ensemble. Il y a vraiment une espèce d'harmonie comme ça, d'énergie, de vie qui circule entre nous, qui fait que les gens qui, en tout cas, comprennent la démarche dans laquelle on s'inscrit, peuvent très facilement, et en tout cas on l'espère, tu vois, avoir de la résonance par rapport à ça, en se disant, et nous, c'est vraiment vers ça que l'on va, c'est vraiment se dire que, comme tu disais tout à l'heure, le fait de faire en couple, d'avoir un foyer solide, de pouvoir ensuite, pourquoi pas, bâtir, je vais dire, une nation, etc., c'est la démarche que faisaient nos ancêtres. Le jour où on a commencé à perdre ça, c'est là où il y a eu des problèmes qui sont arrivés. Aujourd'hui, l'un des enjeux, en tout cas nous c'est ce qu'on ressent, c'est de pouvoir justement créer du lien. C'est de pouvoir justement être ensemble. On a vraiment cette énergie de division qui est vachement présente. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs même quand on est en couple, de se diviser. C'est beaucoup plus simple de pouvoir montrer les différences que j'ai avec elle et me dire ah mais non mais t'as rien compris, etc. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, il y a beaucoup plus de points communs qui sont présents. C'est-à-dire qu'avec tout le monde, toutes les personnes autour de nous, on a beaucoup plus de points communs que de points de division, mais on choisit de voir les points de division. Et ça, je pense que c'est vraiment l'un des enjeux dans lequel aujourd'hui on est en train de rentrer par rapport à tout ce qui se passe. Et le fait, en tout cas pour nous, de travailler là-dessus avec ce projet dans le cadre du couple, ça nous fait jouer des choses de façon même individuelle, ça nous fait jouer des choses en couple, et on voit aussi l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes qui ensuite, si elles sont en résonance en tout cas, elles aussi, elles ont cette envie de pouvoir, voilà, avoir un couple solide, de pouvoir j'ai envie de dire, de pouvoir se sentir pleinement aligné avec quelque chose qui leur, en tout cas, pour qui elles se sentent pleinement alignées avec ça. Donc, en soi, nous parlait des principes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de fort. Maintenant, c'est vrai que au tout début, quand on a commencé à pouvoir se poser la question de comment on va faire, tout à l'heure, tu as parlé du Bénin. Le Bénin, pour nous, ça a vraiment été, j'avais dire, le vrai point de départ de tout ce qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on avait déjà cette envie de travailler ensemble, mais c'est vrai que se retrouver, j'avais dire, sur le continent, le fait de se poser, on avait vraiment du temps à pouvoir se poser, à pouvoir se questionner, questionner qu'est-ce qu'on garde pas. Est-ce qu'on est en train de faire du mimétisme, c'est-à-dire vraiment refaire ce que nos parents faisaient. Et puis, mes parents faisaient des choses que peut-être ses parents ne faisaient pas, et donc moi je voulais garder des choses qu'elle ne voulait pas garder. Donc notre façon de travailler, moi peut-être que de ma façon de faire, c'est l'homme, c'est lui qui gère et toi tu dis rien, ou voilà des choses comme ça qui sont des choses qu'on doit questionner. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est pas ça. Il s'agit juste de dire que des fois c'est intéressant de questionner et de savoir finalement qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder, qu'est-ce qui pour moi fait sens, ou qu'est-ce qui me donne de la joie à moi. Voilà, ces questions-là, elles sont importantes, et finalement quand on se les posait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de résonance, et la façon dont moi je voulais travailler, c'est la façon dont elle voulait travailler, et puis on a réussi à pouvoir créer ça, cette espèce d'alchimie, et aujourd'hui vraiment c'est le bonheur. Je vais vous montrer. Hop là. Déjà, ça commence par une belle petite... Alors, oui, effectivement. C'est vrai que j'allais mettre de côté, mais c'est important. Alors, c'est vrai que quand on envoie nos produits, on fait toujours attention à pouvoir vraiment être le plus transparent possible. C'est vraiment
expliquer d'où viennent les produits. Donc on a vraiment travaillé sur vraiment en termes de graphisme, on va dire, mettre la carte, expliquer voilà d'où vient le karité, le beurre de cacao, etc. Et vraiment même travailler au niveau de la matière. Encore une fois, je parle beaucoup de matière, mais c'est vraiment important de travailler avec du papier craft. On voulait pas prendre voilà des supports un peu en plastique, etc. Donc on a vraiment fait attention à ça. Au-delà de tout ça, même au niveau du nom des produits, nous ce qu'on voulait, c'est vraiment revenir à des produits qui viennent, enfin des noms des produits qui sont en lien avec d'où ils sont faits. Donc en l'occurrence, nous le savon noir, on l'a pas appelé savon noir, on l'a appelé Alata Samina. C'est comme ça qu'on dit en Tui, chez les Lacan. On dit Alata Samina. Et on voulait vraiment conserver ça. On voulait vraiment se dire que, voilà, on n'a pas envie juste de dire savon noir et le proposer comme ça, mais vraiment, ne serait-ce que en mettant le nom, j'allais dire vrai nom, c'est comme ça, parce qu'en fonction de chaque, bien évidemment, région, le nom peut changer, mais en tout cas, là où nous on le fait, on l'appelle Alata Samina. En faisant ça, ça permet aussi aux consommateurs de pouvoir se questionner en se demandant, mais d'où ça vient, pourquoi c'est Alata Samina, et ils nous posent des questions et ensuite on leur explique. Quand on envoie donc à nos membres, aux consommateurs, aux personnes à qui on transmet les produits, on fait en sorte de pouvoir l'emballer de feuilles de bambou ou de feuilles de banane. Alors là, pour le coup, c'est des feuilles de bambou. Je vais vous le déballer comme ça pour moi, à quoi ça ressemble vraiment. Donc on l'emballe parce que pour nous, c'était important aussi encore une fois, vraiment de rester en lien avec notre environnement. Tu vois, là, il y a carrément l'idée de représentation. Enfin, moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment penser au Congo, par exemple. Enfin, les peuples de ces pays-là, tu vois, qui emballent avec. Ouais, c'est vraiment cette représentation. Je pense que c'est important. Ouais, c'est vrai que la nourriture, beaucoup de place on fait. Exactement. Elle est étouffée comme ça dans les feuilles de bananier. Ouais. Et ça permet vraiment de conserver aussi le produit qui est un produit vivant. En fait, l'ensemble de nos produits sont vraiment des produits vivants. Alors par produit vivant, on parle de produits qui sont faits de manière naturelle avec que des ingrédients 100% naturels et des produits qui sont peu transformés. C'est-à-dire que quand on prend que ce soit le beurre de karité ou même comment on appelle le beurre de cacao, c'est vraiment des matières brutes. Totalement. C'est des matières brutes. Là, c'est vraiment à l'état brut qu'on voit le produit. Tu vois, en fait, le produit part de lui-même. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas besoin d'expliquer aux gens. De toute façon, on dit même pas que c'est bio. On n'a pas besoin d'être c'est bio. On sait, ne serait-ce que visuellement, que c'est un produit qui vient de la terre et qui est brut. Il n'y a pas de transformation. Maintenant, ce qu'il y a dans ce produit-là, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi à expliquer, c'est qu'il y a des morceaux de banane plantain, il y a de l'huile végétale. Donc c'est de l'huile de coco, ça dépend en fonction de chaque pays, il y en a qui mettent de l'huile de coco, il y en a qui vont mettre autre chose, mais c'est toujours de l'huile végétale. Il y a du beurre de karité dedans, et puis il y a des morceaux de cabosse de cacao. En fait, c'est par tout un processus qu'on arrive à obtenir ce produit, donc qui est du savon noir, et c'est vraiment un produit qui est 100% naturel. C'est-à-dire il n'y a pas de transformation, mis à part le fait de la préparation, mais je veux dire il n'y a pas d'ajout chimique à ce qui est à ce produit. Et c'est vraiment, en tout cas c'est par ce produit-là qu'Ancestralia, ou Africa, mais Ancestralia ensuite est né. C'est vraiment ce produit qui a permis d'ouvrir la voie. Donc là, c'est vraiment le produit le plus demandé. C'est le produit le plus utilisé par les consommateurs, le best-seller, exactement. Pourquoi? Parce que, voilà, il part de lui-même. Lorsqu'on l'utilise, voilà, nous, on a eu vraiment beaucoup de retours de personnes qui souffraient d'acné, qui souffraient de choses comme ça et qui, avec ce produit-là, ont pu justement, j'ai envie de dire, avoir peut-être moins d'acné, en tout cas avoir moins de problèmes à ce niveau-là. C'est un produit qui est sain, qui est bon. Ok, donc ça c'est le premier produit. Hop là, je le mets ici, quand tu voulais. Ok. On va quand même regarder. Ouais, vas-y, carrément. Ok, incroyable. Je sais pas si vous voyez. Ça ressemble à un gâteau. Ouais, vraiment. C'est souvent le retour qu'on a eu, c'est vrai. Ça ressemble à un gâteau et tout. Et puis le deuxième produit du coup qu'on a apporté, alors j'ai pas pu apporter le beurre de karité, qu'on appelle une couteau, en Tui chez Lacan, une couteau, parce qu'on en avait plus, tout simplement. Par contre j'ai apporté du beurre de cacao. Alors le beurre de cacao, en toute transparence, c'est le seul produit qu'on propose qu'on ne peut pas, avec lequel on peut pas prendre directement au village. Pourquoi? Parce que le cacao, si vous voulez, c'est extrêmement régulé, et donc du coup le gouvernement, en tout cas au Ghana, doit toujours avoir une part à la hauteur de 49% des actions, on va dire, de l'entreprise qui fait ça. Donc tout de suite, dès que tu parles d'actions d'entreprise, etc., on n'est plus sur quelque chose de traditionnel, j'ai envie de dire, traditionnel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la tradition par rapport à la façon dont c'est fait, mais on est vraiment face à une entreprise, si tu veux, tu vois. Et donc du coup, c'est le seul produit qu'on arrive à sourcer
mais qui malheureusement ne puisse passer par l'entreprise. Alors l'entreprise, elle est tenue pareil par une personne qui respecte nos valeurs, qui comprend ce qu'on fait, mais malheureusement c'est pas au village comme on le fait avec le savon noir, où c'est nos mamans qui le font directement, ou avec le beurre de karité. Donc pareil, hein, c'est du beurre de cacao. Alors là pour le coup, ce produit-là aussi, c'est pas le deuxième parce que c'est le karité qui est beaucoup demandé, mais quand les gens l'utilisent pour la première fois, ne serait-ce que par rapport au parfum, il y a tout de suite ce waouh, ça sent trop bon. Et quand tu l'utilises, que ce soit par rapport à la peau, que ce soit même quand tu fais des chantilly. On te laisse sentir. Ah ouais, je pense que ça va toi-même. Merci. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, ouais, vraiment incroyable. Vraiment incroyable. J'avoue directement. Beurre de cacao. Franchement incroyable. Ça sent le chocolat. Vraiment, ça sent le chocolat. C'est vraiment épatant, et surtout, et comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est des produits comestibles. Ouais. Pas le savon noir, bien évidemment. On va pas vous mentir, pas le savon noir, mais que ce soit le karité. Ouais. Voilà. Le beurre de cacao. Le karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, ce sont des produits qui sont comestibles, puisque le karité, donc il y a des régions au Ghana qui l'utilisent pour cuire, hein, en huile. Le cacao c'est pour les gâteaux par exemple. Et puis l'huile de coco, pareil pour. Il y a d'autres pratiques, hein, on est en train de travailler là-dessus, en lien justement avec ce que propose l'équipe, on en parlera après. Et le dernier produit qu'on n'a pas amené ici, c'est le CIMOS. C'est une algue. Cette algue-là, c'est un produit qui vient pas directement de la terre mer, mais ça vient des Caraïbes, et qui nous a apporté par un frère pareil, qui nous apporte du coup le CIMOS, et c'est un super aliment qui est extrêmement riche, qui est extrêmement bon pour le corps. Voilà, nous c'est des produits que pour l'instant on propose avec Ancestralia. Puis il y a la deuxième offre, hein, sur laquelle maintenant on a déjà travaillé depuis un petit moment, qui est portée par Aleki. Et qui va nous Parlons-en. Quelle est la deuxième offre? Donc dans cette démarche-là, de pouvoir faire le lien entre l'esprit et la matière, parce que voilà, à travers les produits, ne serait-ce que le fait de se masser, forcément, on est vraiment en contact avec soi-même. Et quand on sait toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de manière est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on aime sa couleur, enfin c'est hyper important du coup d'avoir des bons produits, et surtout du coup de pouvoir aller plus loin dans la démarche, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Kwame à travers les aventures d'Ancestralia, qui ont aussi suivi parallèlement son cheminement. Ces doubles flèches là qui vont dans deux sens, et forcément ça crée une espèce de zone de friction où on arrive soi-même à se poser la question qui on est, pourquoi on est dans une démarche, pourquoi on utilise plus du beurre de karité que les crèmes qu'on va trouver dans les magasins, et que c'est important de pouvoir accompagner cette démarche, parce que sinon soit elle s'inscrit réellement dans une réelle démarche, ou soit elle va juste s'inscrire dans un effet de mode, et que le consommateur 2-3 jours après avoir consommé, c'est bien, hop, je retourne en magasin parce que c'est plus simple. Alors que l'idée de cette offre là qui est plus basée sur l'esprit, alors c'est un grand mot, hein, mais c'est vraiment pour dire qu'on va accompagner cette démarche qui est en lien avec cette quête identitaire, ce questionnement, en créant à la fois des ateliers où on va utiliser les produits comme le fil conducteur des ateliers. Donc c'est des ateliers qui sont très axés sur le bien-être. Et donc cette offre qui est plus basée sur à la fois des ateliers ou de la formation, est là pour accompagner cette démarche de je me questionne, j'ai envie d'aller sur quelque chose qui me ressemble plus. Voilà, c'est bien d'être accompagné. Donc c'est en ça où on a mis en place ces ateliers-là pour aller plus loin que le simple fait de consommer des produits qui viennent de chez nous. Ok, maintenant, on a parlé de tout ça. Quelles sont les perspectives d'avenir d'Ancestralia? Bon, alors c'est vrai que on a travaillé avec les mamans qui viennent du Ghana. Là maintenant, on ouvre la voie avec des mamans qui sont au Bénin. Donc on est parti au Bénin, on a réussi à travailler avec des mamans qui sont au Bénin, qui font un travail vraiment fantastique. Et là, dans les prochaines années, c'est de pouvoir aussi ouvrir la voie sur d'autres régions. En l'occurrence, on a d'autres lieux en tête. Mais là, dans le concret, on est en train de mettre en place un voyage, on est en train de préparer, toujours vers ce retour à la terre-mer. On aimerait accompagner, en tout cas on aimerait amener avec nous des personnes qui souhaiteraient tout simplement vivre cette expérience-là. Donc ça va se passer au mois d'octobre, pendant les vacances. Donc c'est si je ne me trompe pas, 23 octobre, t'as raison. Mon anniversaire en plus. Voilà, parfait, tu vois. Du 23 octobre au 5 novembre.
Et donc l'idée c'est voilà, on part, on va donc à Cotonou puisque voilà, puis ensuite on va partir dans le nord, à Natitingou, on va découvrir vraiment des choses, faire des activités, vraiment toujours, encore une fois, le lien entre l'esprit et la matière, sans inscrire ça dans un voyage initiatique, mais il est vrai qu'il va se passer énormément de choses qui vont nous pousser à nous questionner, et on l'espère en tout cas à ce que tout se passe vraiment en joie, avec amour, comme on dit, et qu'on puisse retrouver justement voilà ce retour à nos traditions. Ok, je pense que c'est un très beau message. Aleki, t'as une chose à rajouter? Non, c'est vraiment ça. C'est le mot de la fin, si je pourrais avoir le mot de la fin, c'est vraiment de pouvoir accompagner cette démarche qui se veut, en tout cas, ancrée sur nos traditions et du coup, dans la perspective, c'est faire découvrir différents pays à travers les produits et pouvoir emmener avec nous les personnes en immersion, parce qu'à chaque fois, avant de lancer un nouveau pays, avant d'ouvrir la voie à un nouveau pays, on y va nous-mêmes, en immersion. On va à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui produisent. Et ensuite, l'idée, c'est venez avec nous, venez découvrir, parce qu'en fait, c'est hyper riche. Quand on est sur place, c'est beaucoup plus vivant que voilà, de passer sa crème tout seul dans sa salle de bain. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment incroyable. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, les marabouts. Merci à vous pour votre attention. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. Merci. C'était top, franchement, waouh.